Instabilité politique, incertitude budgétaire et dette publique qui se creuse. L'agence de notation Fitch a dégradé la note souveraine de la France de A1- à A+, un mauvais point au moment où le tout nouveau Premier ministre se confronte à son tour à l'élaboration du budget 2026. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Pour éviter la censure, la partie s'annonce serrée. Sébastien Lecornu assure qu'il est prêt à ouvrir le débat sur la justice fiscale, tandis que les socialistes, qui seront reçus mercredi à Matignon, ont déjà posé leurs conditions, taxer les plus riches, comme le préconise l'économiste Gabriel Zucman. Il y a un refus de s'attaquer sérieusement au problème de la non-taxation des ultra-riches. Et on ne va pas réussir à demander aux Français de faire des efforts, quels qu'ils soient, tant que les milliardaires ne paieront pas d'impôt sur le revenu. La taxe Zucman reviendrait à taxer à hauteur de 2% les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Une proposition qui fait écho aux revendications des Français exprimées dans la rue le 10 septembre ou encore en juin dernier devant les grilles du Sénat. 500 premières fortunes françaises, 500 d'entre nous détiennent 1228 milliards d'euros d'actifs nets. Franchement, ça vaut le coup de jouer la carte de l'effort partagé. Sauf que tout le monde n'adhère pas à cette idée. C'est le cas du MEDEF. L'ancien patron, Pierre Gattaz, ne se prive pas de torpiller la taxe Zucman. Aujourd'hui, moi j'entends des partis qui veulent taxer toute la journée. C'est complètement délirant. Pour faire quoi? Pour faire remplir une baignoire qui est la France, plein de trous. Alors la taxe Zucman est-elle la solution pour remettre à flot les finances publiques? Au nom de la justice fiscale, faut-il faire payer davantage les ultra-riches ou cela risquerait-il d'être préjudiciable à l'économie? Nos trois invités, Lucas Chancel, bonsoir. Vous êtes économiste, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Votre prochain essai, Énergie et inégalité, une histoire politique, va paraître au Seuil le 3 octobre prochain. Selon vous, il y a un consensus très large qui dépasse d'ailleurs les clivages partisans pour faire payer les plus riches. La taxe Zucman pourrait être un instrument qui répondrait à l'injustice fiscale et qui va remplir les caisses de l'État. À côté de vous, Nicolas Bouzou, essayiste, économiste, dernier essai, La civilisation de la peur aux éditions IXO. Vous êtes clairement opposé à cette taxe qui n'est pas, dites-vous, du tout une taxe sur le revenu des milliardaires, c'est une taxe sur le patrimoine professionnel, ce qui n'est pas la même chose. Et à côté de vous, Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne. Selon vous, la taxe Zucman a le mérite de poser la question de l'égalité face à l'impôt sur le revenu. Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, s'expose à la censure s'il ne prend pas une mesure pour taxer les plus riches, peut-être même les ultra-riches. Et on démarre ce débat, Benjamin, avec le slogan du jour. Oui, c'est celui entendu dans les cortèges du 10 septembre dernier, appelant à tout bloquer, taxer les riches, version en quelque sorte française du « Eat the rich », mangeons les riches, attribué au philosophe Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Lucas Chancel, mais de qui parle-t-on quand on parle de riches? De qui s'agit-il? En l'occurrence, ici, il s'agit de taxer le patrimoine des individus possédant plus de 100 millions d'euros. Donc c'est 1800 foyers fiscaux environ, qui correspondent peu ou prou aux 500 plus grandes fortunes françaises, puisque du magazine Challenge, les chiffres qui ont été cités il y a quelques instants. Et donc ces 500 plus grandes fortunes, en fait, dans certains cas, il s'agit de familles, etc. Mais donc on est sur 1800 foyers fiscaux, donc on est vraiment sur des très, très, très riches. Donc, on n'est pas riche quand on gagne 4 000 euros par mois, quand l'avait dit François Hollande fut un temps. C'est pas comme ça que vous considérez. En tout cas, là, la mesure vise à résoudre un problème, celui de l'injustice fiscale entre les très, très, très riches et le reste de la population. Nicolas Bouzou, il faut dire que les inégalités se creusent. Ça, c'est un fait. Non. C'est factuel. Non. Entre les riches et les plus riches et les plus pauvres. Non, vous regardez les statistiques de l'INSEE que je pourrais mettre à disposition sur les réseaux sociaux, si vous le souhaitez, sur le revenu, sur la part du dernier décile, c'est-à-dire le 1% de la population qui a les revenus les plus élevés sur la totalité de la population, c'est tout à fait stable. Donc, en termes de revenus, non. Donc, ce chiffre-là, vous ne le validez pas? Le revenu annuel des plus riches qui a augmenté de 119% entre 2003 et 2022, 46% pour le reste de la population. Alors, il faut voir si c'est avant ou après redistribution, mais après redistribution, et là encore, je vous le dis, ce ne sont évidemment pas mes données, ce sont des données publiques, non, vous avez une stabilité pour le 1% des plus riches. Et votre voisin n'est pas d'accord? Non, je pense qu'il faut quand même, là, on parle d'une taxe sur le patrimoine. L'enjeu, là, c'est de mettre à contribution le patrimoine. Les inégalités de patrimoine au sommet, la distribution, explosent. En 2010, le patrimoine de ces 500 plus grandes fortunes était de 200
milliards. Aujourd'hui, on est à 1200 milliards. Le PIB n'a pas du tout augmenté à la même vitesse sur cette période. Le patrimoine des Français moyens n'a pas du tout augmenté à la même vitesse sur cette période. Donc on a vraiment une explosion des très très hauts patrimoines. Et ça, moi j'ai du mal à voir comment on peut s'opposer à ce constat, cette évidence. Nicolas Bouzou, parce que là, Malval. on mélange deux choses qui sont complètement différentes. Si vous prenez quelqu'un qui est actionnaire, qui a créé une très grosse entreprise, je ne sais pas, d'agroalimentaire en France, qui marche très bien, et qui rachète une entreprise indienne, son patrimoine va massivement augmenté, puisqu'il a incorporé dans son patrimoine une entreprise indienne qui se développe, etc. Et sans doute, en effet, son patrimoine aura augmenté beaucoup plus vite que le PIB de la France. Moi, je pense que c'est très bien. Je pense que nos entreprises, elles ne sont pas assez présentes à l'étranger. Donc, vous voyez, donc on compare des choses quand même. Il y a quand même sujet à discussion sur ces indicateurs. Donc, c'est pas aussi évident que ça. C'est peut-être pas aussi évident que ça, mais c'est vrai que le patrimoine des ultra-riches, il est constitué à 90% d'actions. Et donc, c'est bien ça, justement. C'est ce que je dis. Quand on parle, oui, mais quand on parle des indicateurs, c'est vrai que, et c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, justement, c'est qu'une partie de ces actions vont aussi dans des holdings, et c'est ce qui permet aux ultra-riches d'échapper, en tout cas, à une partie de l'impôt sur le revenu. Quand on calcule entre eux, tout à l'heure, on disait qu'est-ce qui est la différence entre les ultra-riches et les très riches. Par exemple, les 10% les plus riches des Français ont en moyenne 36% de leurs revenus qui va dans les impôts, tout confondu. Ce chiffre, il tombe à entre 27 et 30% lorsque c'est justement les 0,01%. Et ça, tous ces 16 milliardaires en 96 qui sont devenus 145 milliardaires en 2025. Alors, vous allez dire, c'est bon signe. Mais, non, je suis désolé. Mais est-ce que ça nourrit pas le sentiment d'injustice les termes du débat, mais je suis toujours pas d'accord avec ça. Je suis absolument confus. Parce que mais je vous explique parce que en fait, quand vous avez de l'argent dans une holding, c'est une société. Donc cet argent, il est parfaitement taxé au titre de cette société. Vous avez l'impôt sur les bénéfices, et si cette holding touche des dividendes, vous avez ce qu'on appelle la flat tax. Donc vous avez 25% d'impôt une première fois, plus 30% une deuxième fois. Donc de tête, ça doit faire 47%, quelque chose comme ça. Et si jamais le milliardaire en question, cet argent, il veut l'avoir dans sa poche, il se le verse, et là, il est taxé au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, alors, justement, en réalité, le problème est là. Et toute l'arnaque, si on veut, ou l'intelligence fiscale, selon où on se place du côté de la discussion, le problème est là. C'est-à-dire que quand vous êtes milliardaire, vous allez placer les revenus générés par les entreprises que vous possédez dans des holdings. Mais vous n'allez pas avoir besoin de vous verser à vous-même ces revenus, parce que une fois que vous avez 1 milliard, en fait, le 2e milliard, vous n'allez pas forcément le consommer. Vous pouvez le laisser placer à l'intérieur de votre holding. Et ensuite, vous pouvez inventer aussi divers mécanismes pour optimiser encore davantage ces revenus. C'est l'optimisation, le mot-clé, là ? Là, on parle d'optimisation. Souvent, la frontière est floue avec l'évasion, mais on peut rester sur l'optimisation et vous arrivez au même résultat. Mais le résultat, au final, c'est quoi ? C'est que ces individus très, très, très riches ne vont pas payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Celui qui a été inventé au début du XXe siècle, et qui aujourd'hui s'échelonne avec des tranches qui vont jusqu'à 45%. Que nous payons tous l'impôt sur le revenu. Qu'une grande partie de la population française paye. Et l'absence de paiement de cet impôt explique que la facture totale, comme il était dit à l'instant, est de l'ordre de 25% du total de vos revenus quand vous êtes un milliardaire. Quand pour le reste de la population, on est plutôt à 50%. Et là, il y a une injustice fiscale fondamentale. C'est ça. Et Malval, dans la population française, il y a un ressenti en ce moment de plus en plus fort, quelque chose de vraiment tangible, un sentiment d'injustice fiscale. Je pense que en tout cas, c'est apparu de manière assez éclatante. On a ce message, on l'a vu le 10 septembre, mais on le voyait à peu près dans toutes les manifestations aussi, cette idée que ce sont toujours les mêmes qui payent, que ce sont toujours les mêmes qui sont taxés et qu'on vient prendre justement l'argent aux classes moyennes, je dirais, qui deviennent de plus en plus pauvres et je pense qu'avec aussi cette question de l'égalité face à l'impôt, c'est un petit peu un serpent de mer. Je veux dire, depuis l'instauration de l'ISF par François Mitterrand, puis ensuite d'ailleurs sa suppression par Jacques Chirac, avant qu'il soit remis, puis ensuite, je dirais, un peu édulcoré aussi sous Nicolas Sarkozy avec le fameux bouclier fiscal qui d'ailleurs lui a collé au basque, de la même manière d'ailleurs que l'impôt sur les 75%, l'impôt à hauteur de 75% pour les plus riches, pour François Hollande, qui a été un échec justement total de la taxation des plus hauts revenus. On voit que c'est très compliqué. On cherche la bonne façon de répartir justement l'effort fiscal entre les différentes catégories. Un mini-point. Oui. En fait, à l'époque, il y avait un enjeu de justice fiscale. Maintenant, c'est de la justice fiscale et il y a un enjeu budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de patrimoine au sommet
qu'il y a un enjeu à ne pas fiscaliser de manière juste ces patrimoines pour répondre au problème de la crise budgétaire. Alors, est-ce que la taxe Zuckman est la solution? Vous nous l'expliquez de manière extrêmement didactique et claire. Voilà, vous avez La dit taxe beaucoup Zuckman de pour les nuls. choses, mais je vais rassembler. La taxe Zuckman, c'est donc un impôt plancher de 2% qui est prélevé sur la fortune des ultra-riches, c'est-à-dire sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, 1800 foyers concernés en France, qui représentent l'équivalent de 0,01% des contribuables. Et Gabriel Zuckman estime que cette mesure pourrait faire rentrer entre 15 et 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Mais ce qui pose question, et vous l'avez très bien soulevé, c'est ce qu'on inclut précisément dans ce patrimoine immobilier, patrimoine financier. En tout cas, l'économiste, lui, tient coûte que coûte à y inclure les biens professionnels, à savoir les titres et actions détenus par un individu dans une ou plusieurs sociétés. Et ces biens professionnels, selon lui, représentent 90% de la fortune des milliardaires. Alors, Nicolas Bouzou, est-ce que pour vous, cet impôt, c'est purement confiscatoire ? Et si oui, alors, pourquoi ? C'est pas moi qui le dis. De toute façon, c'est parfaitement inconstitutionnel, puisque de toute façon, vous devez payer. Bien sûr, mais enfin, dans la Constitution française, il est expliqué qu'on doit payer en fonction de sa capacité contributive. Or, la taxe Zuckman, c'est fatalement amener des gens à payer beaucoup plus que leurs revenus. Pour une raison simple, qui a été très bien mise en lumière avec l'exemple de Mistral, c'est qu'en France, on a Mistral, la chance, l'entreprise d'intelligence artificielle, qui est détenue en partie par ses fondateurs à hauteur de 20-25%. Si vous créez une entreprise dans l'intelligence artificielle ou dans la santé qui ne gagne pas d'argent, qui perd de l'argent, donc avec des revenus, des salaires qui sont nécessairement limités. Mais si cette entreprise a des perspectives de développement très importantes, elle va valoir 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. Voilà. Et donc, vous allez vous retrouver avec des impôts à payer qui, évidemment, n'ont absolument rien à voir, qui sont très supérieurs à vos revenus. Alors oui, en France, je sais qu'on sait parfaitement faire les systèmes d'exemption, mais moi, ce type d'entreprise, si vous voulez, je pense qu'on n'en a pas assez en France. Donc on va essayer de faire en sorte qu'on en ait encore moins, ça ne va pas. J'ai quand même un peu la taxe Zuckman, on n'a pas assez d'entreprises de ce type, ça risque justement d'abîmer l'énergie entrepreneuriale. Je suis un grand soutien de Mistral AI. Je pense qu'il faut qu'il y ait des entreprises françaises de la tech, de l'intelligence artificielle et dans d'autres secteurs. Mais maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on va chercher 3 ou 4 exemples qui sont importants, il faut les regarder, pour oublier le fait que, en fait, quand vous êtes un milliardaire, en moyenne, le rendement de votre milliard, c'est 60 millions par an. Là, on va vous demander, avec la taxe à 2%, de payer 20 millions. Il vous reste 40 millions, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces 40 millions. Ça, c'est les chiffres en moyenne. Il faut quand même avoir ça en tête, sur les 1800 foyers fiscaux concernés. Maintenant, Mistral AI. On parle aussi de Doctolib. Alors, ces entreprises-là, il y a des options pour régler le problème. C'est-à-dire que l'État peut dire, en fait, tant que vous n'êtes pas bénéficiaire, vous allez régler en titres. C'est-à-dire que vous allez payer les 2% en actions. Mais avant même qu'ils aient des bénéfices, c'est aussi ça qui choque aujourd'hui. C'est-à-dire avant même que mon entreprise réussisse, je vais devoir banquer. En réalité, votre entreprise, elle est valorisée. Elle a une valeur sur le marché. Et donc, si vous vendiez cette valeur-là, vous feriez une opération qui vous générerait des revenus. Donc, l'idée, c'est de dire, vous allez contribuer à l'impôt, comme l'ensemble de la population, et vous allez payer avec des titres de ces entreprises. Ça, c'est une option qui est possible. Ensuite, l'État peut se créer un fonds souverain avec ces titres. L'État peut aussi dire, en fait, je vais revendre ces titres à des résidents fiscaux français pour empêcher toute délocalisation possible. Mais pour régler ces cas très particuliers, j'insiste encore sur le fait très particulier, il y a des options possibles. Et qui sont très peu nombreux. Réaction rapide de tous les deux. Ça veut dire nationalisation, quelque part, Nicolas. Alors, 2% par an, il faut quand même que l'entreprise soit en déficit pendant des décennies pour arriver à 50%. On va laisser répliquer votre voisin. Nicolas Bouzou. Non, mais ce qui arrive dans cette que l'État récupère provisoirement. Ce qui arrive, c'est qu'on a des entreprises qui sont en déficit pendant très longtemps. Donc oui, c'est quand même une forme de nationalisation. Au passage, je ne vois pas bien l'intérêt de l'État de détenir des titres Mistral. Franchement, ou des titres de biotech ou d'entreprises comme ça, je ne sais pas comment il va les valoriser, je ne sais pas ce qu'il va faire de ces titres. L'État détient des titres de Thales. Oui, qui est une entreprise cotée, qui est une immense entreprise cotée. Elle peut les revendre des actions Mistral. Elle peut les garder aussi. Je ne sais pas si l'État a ses compétences en matière d'ingénierie financière. On verra. Deuxième chose, vous dites, ce sont des exemples rares. Mais qu'en savez-vous ? Qu'est-ce qui vous dit que vous n'avez pas des grandes PME de province qui sont dans la logistique ou dans l'agroalimentaire, qui sont détenues par leurs fondateurs et qui valent 300 ou 400 millions d'euros ? Vous parlez de licornes qui font des mais vous voyez, milliards d'euros. parce qu'on parle des milliardaires, mais là on parle de 100 millions d'euros avec les biens professionnels. Nicolas Bouzou, il y a une fronde des patrons qui est unanime ou presque. Écoutez. Pour moi, c'est un épouvantail. Alors, ça marche politiquement parce que c'est un drapeau
de la révolte, mais ça ne fait pas fonctionner l'économie. Hein. Pourquoi casser la machine à créer de l'emploi en France? Pourquoi dire, en fait, il faut les taxer pour qu'ils se disent, je ne peux plus avoir le moral, l'envie de créer de l'emploi en France? Bon, alors il y a des quelques patrons riches comme Mathieu Pigasse qui sont prêts à payer, mais ils sont très rares. Or, Malva, il y a plutôt une unanimité de ce côté-là. Oui, en fait, on observe actuellement une sorte de réaction, c'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, ces derniers mois, peut-être une bataille culturelle, en tout cas sémantique, qui a été gagnée par les tenants, justement, de cette taxe Zuckman, en tout cas de l'imposition sur ce patrimoine des ultra-riches. Ça s'est vraiment imposé dans le débat. C'est devenu aujourd'hui un totem, d'ailleurs, pour la gauche, pour nouer éventuellement un accord de non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu. Donc on voit que là, il y a une phase un petit peu de réaction, d'autant que cette taxe Zuckman, elle a progressé quand même dans l'opinion, même de familles politiques, je dirais, qui étaient plutôt hostiles. Je pense notamment au centre macroniste, qui a avancé petit à petit, alors sans que ce soit tout à fait très clair, mais en tout cas sur cette nécessité d'aller taxer les ultra-riches. Et effectivement, il y a aujourd'hui cette fronde un petit peu, en tout cas, de dire attention, on ira... alors je ne sais pas quelles seraient les modalités d'une manifestation, effectivement, des patrons. Le MEDEF a une sortie d'abord très tonique. Le ton a peut-être un petit peu baissé derrière, mais on voit qu'effectivement, il y a une levée de bouclier autour de cette éventualité. Oui, on voit Patrick Martin, le président du MEDEF, qui dit si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale. Il n'a pas dit manifestation, mais en tous les cas, peut-être un grand colloque. Mais et Lucas Chancel, même à gauche, quand même, François Hollande dit qu'il ne faut pas en faire un fétiche. Je propose lui un taux à 1%. Est-ce que ça, c'est acceptable ou pas? Écoutez, ce qui compte, je pense, c'est les principes. Le principe de taxer l'ensemble du patrimoine net des personnes et surtout pas retirer les biens professionnels de l'assiette, parce que si on fait ça, en fait, il n'y a plus rien dans cette taxe. On perd 90% des recettes. Et donc, on ne résout pas le problème de l'injustice fiscale. Ensuite, sur les taux, pourquoi le taux de 2%? Vous rappelez ce que c'est que l'assiette? L'assiette, c'est la somme totale dans laquelle l'État va pouvoir prélever l'impôt. Donc là, le patrimoine net des individus très très riches. Pourquoi 2%? Eh bien, ce taux, il n'est pas choisi au hasard. C'est le taux qui permet de rétablir un minimum de justice fiscale entre la classe moyenne et ses très 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 riches. C'est-à-dire qu'avec un taux de 2%, en fait, la classe moyenne et les très 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 riches vont payer le même taux d'impôt global par rapport à leurs revenus. Si vous faites moins que ça, en fait, vous ne résolvez pas ce problème d'injustice fiscale. Alors, avant la réaction de Nicolas Bouzou, on va se tourner avec Anne Ndiaye vers les autres pays. Est-ce que d'autres pays le font en Europe, taxent les ultra-riches? Oui, alors taxer les ultra-riches, c'est vrai que c'est passé de mode dans les années 1990. Plusieurs pays européens, on va le voir sur cette carte, y ont renoncé. L'Italie, l'Irlande, l'Allemagne et bien d'autres. Et à l'inverse, 3 pays, la Norvège, l'Espagne et la Suisse, ont eux conservé une taxation sur les patrimoines nets des plus riches, c'est-à-dire sur l'ensemble des biens d'un individu, déduction faite de ses dettes. En Espagne, par exemple, il existe 2 impôts, un premier pour les patrimoines qui dépassent les 700 000 € et un autre temporaire de solidarité sur les grandes fortunes, là pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros. En Norvège, il s'agit plutôt d'un impôt autour de 1%, inclus dans l'impôt national et qui concerne les fortunes supérieures à 1,7 million d'euros. Et puis en Suisse, les conditions là varient en fonction des cantons, mais généralement, ce sont les fortunes taxées à partir de 500 000 €. Alors Nicolas Bouzou, est-ce que si ça se fait chez les autres, pourquoi pas chez nous? D'autant plus que cette Nobel d'économie appelle quand même à montrer la voie au reste du monde. Enfin, que la France montre la voie au reste du monde. Les Nobel d'économie, en l'occurrence étrangers, qui militent pour ça dans leur pays, ils le font en France. Bon, d'accord. Et en plus, votre carte, vous dites les autres le font. Quand on regarde votre carte, il y en a 3. Quand même beaucoup. D'accord, il y en a 3 qui le font, mais enfin, l'imposition en Suisse, vous en conviendrez, part d'un niveau qui est quand même pas exactement le niveau de la France. On est tout à fait d'accord avec des taux qui sont quand même un petit peu plus bas, mais il y a quand même une imposition. Mais bien sûr. Mais en France aussi, si vous voulez, moi, je remets en cause cette idée selon laquelle, au fond, les ultra-riches ne sont pas taxés. Donc, je vais encore... Je suis désolé, je vais encore plus loin que vous dans la provocation. C'est-à-dire que c'est la justification, même, si vous voulez, je la remets en cause, parce que je ne suis pas d'accord avec vous autour de l'idée selon laquelle les holdings ne seraient pas taxés et que les revenus ne seraient pas taxés. Je pense que cette idée, elle est fausse. Je rappelle que quand on a une holding, on n'a pas le droit d'utiliser l'argent de la holding pour ses propres dépenses personnelles. Auquel cas, c'est de l'abus de bien social. Si vous connaissez ce genre de situation, c'est extrêmement grave, c'est du pénal. Donc, quand même, tout ça est bien. Et une taxe qui serait une taxation, mais juste ponctuelle, non pas pérenne, au nom d'une forme de solidarité. Est-ce que ce serait acceptable, ça, vu la situation absolument dramatique des finances françaises? Mais bien sûr, mais on va le faire. Mais sur les mêmes bases. Mais on va le faire. Non, pas sur les mêmes bases. Je pense qu'il faut trouver quelque chose. Non, je vous ai dit que si on met des biens professionnels, non, je pense qu'il faut trouver autre chose. Mais de toute façon, il faut réduire les déficits. Il est logique
que ceux qui ont le plus de revenus contribuent plus. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je vais vous dire, de toute façon, la situation politique l'exige, de toute façon. Mais je voudrais quand même rappeler que la France est le pays le plus redistributif de tous les pays. 2 tiers des Français, c'est énorme, veulent cette surimposition. Ça veut dire que politiquement, on ne pourra pas passer outre. Ah non, c'est, je pense, impossible pour que même si la droite n'y est quand même pas favorable. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'à droite, on a eu quand même cette idée de la justice fiscale. D'ailleurs, souvent, la droite a été un petit peu embêtée lorsqu'elle revenait sur l'impôt sur l'ISF. C'était quand même... ils étaient un petit peu gênés aux entournures. Il fallait quand même donner l'impression qu'on était pour une certaine méritocratie aussi. D'ailleurs, il y a aussi cette question, on pourra y revenir, ce que vous pensez de la taxation, justement, sur les successions. Mais la droite, on la sent un petit peu gênée. Elle a fait quelques pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle pourrait être un petit peu dépassée sur sa droite par le Rassemblement national, qui a une position, je dirais, dans ce débat tout à fait curieuse, entre une aile qui est très franchement libérale, plutôt du côté de Jordan Bardella et d'autres, qui, je cite Laure Lavalette, qui dit « moins de riches, cela ne fait pas moins de pauvres ». Porte-parole du RN. Exactement. Et dans le même temps, on a Sébastien Chenu ou Jean-Philippe Tanguy qui, eux, déroulent le programme, justement, je dirais, classique du Rassemblement national, qui parle de taxer les dividendes, etc. Mais au Rassemblement national, on se dit finalement, si LR se trouvait valider cet accord, eh bien, on pourrait, nous aussi, donner des gages finalement de libéralisme auprès du MEDEF, auprès des patrons, alors que leur programme est régulièrement accusé justement par la droite LR d'être marxiste, socialiste. Lucas Chancel, vous qui êtes aux côtés de Zuckerman. La dynamique de ces débats. En fait, si on regarde il y a 100 ans, quand l'impôt sur le revenu a été mis en place, au début, un taux vraiment très très faible, 2%. Ça rappelle quelque chose, sauf qu'à l'époque, c'était sur les revenus. Une grande partie du patronat à l'époque disait, mais en fait, on va casser le tissu économique. On ne saura pas comment mesurer ses revenus, parce qu'on n'a pas le dispositif fiscal permettant de savoir qui gagne quoi. Et puis, on va les faire partir. Bon, ça, c'était il y a 100 ans. On a vu que l'impôt sur le revenu, ça a été, d'un point de vue fiscal, quelque chose qui a très bien marché au XXe siècle. Ça n'a pas cassé l'activité. Au contraire, les pays qui l'ont mis en place sont des pays... Les premiers pays qui l'ont mis en place sont des pays qui ont très bien fonctionné économiquement. Donc aujourd'hui, en fait, on est en train de répéter ce type de dynamique de débat. Nicolas, c'est vrai que malgré les impôts, on a un investissement massif en France, étranger. Donc voilà, une fiscalité, ça ne décourage pas l'investissement. Non, je ne suis pas du tout d'accord. On a un investissement qui est revenu. Non, on a un investissement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un investissement étranger, vous avez raison, qui est relativement dynamique en France. Et ça s'est plutôt accéléré d'ailleurs ces 7 dernières années. Mais moi, mon obsession, c'est bien comprendre pourquoi toutes les grandes entreprises, à part Mistral, de l'IA, de la santé, de la robotique, vous n'en avez aucune qui est française. C'est ça mon sujet. Et moi, je veux que mon pays se développe dans ces secteurs de l'avenir et pas uniquement dans les secteurs du passé. Et vous pensez que cet impôt serait une némésis pour le développement? Ah, mais j'en suis absolument convaincu. Je vous le maintiens. Je pense que l'enjeu là sur ces grandes entreprises, c'est d'investir dans l'éducation, dans le système, dans le tissu, dans l'écosystème industriel qui permet cette innovation. Le message est passé. Merci. Le débat est terminé. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer un peu mieux les enjeux de cette taxe.